Nous sommes le mardi 17 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une, édition de la Saint-Patrick. Bonne fête de la Saint-Patrick à ceux et celles qui vont souligner ça. Aujourd'hui, le grand défilé, vous savez, annuel de la Saint-Patrick, en tout cas à Montréal, aura lieu en fin de semaine. Je pense que c'est dimanche que ça aura lieu, ce défilé-là. Ouais, dimanche, dans les rues du centre-ville. Alors, profitez-en si vous soulignez ça aujourd'hui. Peut-être que certains seront bien en vert. C'est pas mon cas ce matin. J'avais oublié, je l'avoue. Mais en tout cas, il y aura peut-être du vert autour de vous aujourd'hui. On va se parler plus tard à l'émission et Karine Matheux sera avec nous sur les suites de ces déclarations de Donald Trump au sujet de l'aide qu'il demande aux pays alliés pour débloquer ce détroit d'Ormuz. Il y a eu beaucoup de réactions tout au long de la journée. Hier, Donald Trump qui est revenu à la charge même en fin de journée. On va aussi faire le bilan des dernières frappes au cours des dernières heures. Effectivement, il y a eu des frappes encore une fois en Iran. Téhéran qui a répliqué notamment en attaquant des pays du Golfe. Donc, Karine va nous faire le portrait de l'histoire à ce jour, un peu plus tard à l'émission. Toute l'équipe, sinon, est réunie autour de la table à cette heure-ci. Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles. Bonjour. Bonjour, Olivier Mathieu. Pellerin au sport. Salut, Olivier. Bonjour. Et Véronique Méran à la météo. Bonjour, Véronique. Bonjour. On va se parler tantôt ensemble aux actualités culturelles, Julie-Jasmine, d'un documentaire que vous avez vu sur Philippe Catherine. Oui. Connais-tu ton Philippe Catherine? Ben, pas tant que ça, je pense. Ben, j'aime plus que vous. C'est drôle, hein? J'adore ses Je chansons. le connais sans le connaître tant que ça. C'est ça. Luxa, Ouais. la banane, nu, Ouais. bon, les petits films, le bonhommes grand-bain. roses là, qu'on a Oui, vu au le centre-ville. mignonnisme, tout ça. Mais à part ça, j'en savais pas tant que ça. Alors, j'ai hâte de vous parler de ce documentaire-là qui est présenté dans le cadre du Festival international du film sur l'art et ça s'appelle « T'es où, Philippe Catherine? » Alors, OK. t'es où? Le monde de Philippe Catherine? Oui, ça doit être assez coloré. Exact. Pour le moins dire. OK, on vous retrouve plus tard à la fin de l'émission. Véronique, je me tourne vers vous parce qu'il y a des régions, je pense aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, pas mal de neige qui est tombée au cours des dernières heures. Est-ce qu'on a des bilans à cette heure-ci de ce qui leur est tombé dessus à peu Je près? dirais une trentaine de centimètres Quand et même. plus Ouais. localement. Là, du côté de l'Abitibi, assurément, ces secteurs-là, en s'en allant vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Du côté de la Côte-Nord, il y a eu quand même une transition en pluie qui s'est faite aussi avec le temps doux qui s'est infiltré. Alors, un peu moins de ce côté, mais disons que c'était le corridor le plus actif. On a recensé aussi les premiers coups de foudre sur le sud du Québec hier. Je ne sais pas, moi, je ne les ai pas Moi non plus. entendus, mais semblerait-il les premiers orages là, qui se sont pointés avec ce système costaud. Et tout le monde a entendu ces vents au cours de la soirée, de la nuit, C'est ce encore matin. venteux ce matin. Encore venteux. D'ailleurs, ce sont des avertissements de vent là, qui restent surtout vers l'est du Québec, principalement parce que les rafales pourraient atteindre 90-100 km à l'heure pour les régions un petit peu plus à l'est. Au sud, on parle de 50, 70, quelques points d'un petit peu plus élevés. Et ça va diminuer tranquillement en cours de journée. Mais ça va quand même rester venteux. Et il faut mettre l'accent sur le contraste des températures. Je vous donne un exemple. Du côté de Val-d'Or, 0 hier et puis moins 19 ce matin. Montréal, on a atteint 14 degrés hier après-midi. Aujourd'hui, les températures sont à la baisse. Il fera autour de moins 4, moins 5 en après-midi, fin de journée. Alors, bon contraste de température. Neige qui tombe ce matin sur le sud du Québec. Des accumulations beaucoup moins importantes que ce qu'on a vu dans les secteurs plus au nord. On ira avec un 2 à 4 cm possible, peut-être 5 à 10 pour les Hautes-Laurentides. Mais dans l'ensemble, cette neige-là cesse rapidement. Les vents diminueront un peu. Ça reste assez nuageux avec quelques éclaircies aujourd'hui. Et on retient chute des températures. Et elle n'est pas très agréable avec le vent, cette neige-là ce matin, je vous le garantis. Je dirais que le flocon fouette ce matin, sachez-le, autant sur la route que dans le visage, là, donc vraiment vigilance. Oui. Les températures que vous voyez autour du point de congélation se stabiliseront entre moins 5 et moins 8 degrés. La nuit prochaine, soyez pas surpris, c'est du moins 12 à moins 18 sur le sud du Québec. Demain, il fera plutôt beau et par la suite plutôt nuageux avec un petit peu de neige fondante ici et là. Donc, on est au mois de mars, hein, c'est pas gagné. Encore un petit peu de neige, poudrerie, venteux du côté de l'Abitibi avec un maximum de moins 7 aujourd'hui. On a parlé de secteur doux. C'est le cas en ce moment vers le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Le mercure, 9 à 11 degrés au moment où on se parle, sera à la baisse plus tard cet après-midi. Donc, évidemment, pluie qui deviendra sous forme d'averses de neige. Les accumulations les plus importantes, c'était hier. C'est surtout les vents forts aujourd'hui. En territoire ontarien, moins 9 à moins 11 sur la portion nord, vers Sudbury aussi. Il y en est tombé de la neige sur le nord-est de l'Ontario. Maintenant, ce sont les vents qui sont de la partie.
Je dis, il en est tombé, là, mais c'est la soixantaine de centimètres et plus là, de ce côté-là. Toronto-Windsor, avertissement de vent, ça diminue tranquillement aujourd'hui. Flocons dispersés, surtout nuageux, -2, -4 degrés. Même chose pour Ottawa, température à la baisse, les averses de neige s'estompent. On maintient la pluie forte à Vancouver, 50-60 mm supplémentaires aujourd'hui. Temps printanier, Edmonton, Calgary, c'est du 13 à 16 degrés sous un ciel variable. Sur le sud de la Saskatchewan, on atteindra 9 aujourd'hui. Plutôt beau temps, ça se dégagera cet après-midi. C'est encore l'hiver sur le sud du Manitoba, -20 ce matin, -3 en journée avec un 5 cm de neige et de la poudrerie, mais on passera au-dessus de zéro demain de ce côté. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne Quand journée. même. Oui, quand même, c'est ça. L'Alberta au sport, Olivier, va accueillir conjointement la Coupe du monde de hockey. C'est en 2028. 2028, ça en est une belle nouvelle. Pardon, j'en suis presque ému. Belle nouvelle, oui, effectivement, pour l'Alberta, qui aura 2 villes pour accueillir ces festivités de la Coupe du monde, qui revient après un long projet de justement permettre des matchs internationaux, les meilleurs joueurs au monde qui s'affrontent à intervalle de 2 ans. Donc, la Coupe du monde en 2028 suivront ensuite les Jeux olympiques et comme ça, on aimerait conserver ce calendrier qui maintiendra cet intérêt qui a été renouvelé lors de la confrontation des 4 nations et puis lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, alors que les joueurs de la LNH faisaient leur retour aux Jeux olympiques et ça a donné cette finale tout attendue entre le Canada et les États-Unis. Donc, ce sera Calgary et Edmonton qui accueilleront cette compétition conjointement avec Prague en Tchéquie. Donc, Prague et Calgary auront 7 matchs, les matchs de phase de groupe ainsi que les premiers tours éliminatoires. Puis Edmonton, ce sera pour les demi-finales et les finales. Donc, c'est un projet qui était cher au cœur de Gary Bettman, qui est l'architecte un peu de ce projet. Et là, il y avait 28 villes candidates. On a fait notre choix et l'Alberta est parmi ces villes avec Edmonton et Calgary. Donc, la fête va prendre et je pense que ce sera tout un projet. Il y avait ces négociations, entre autres, avec la Fédération internationale de hockey qui n'était pas très contente de voir cette Coupe du monde débarquer en Europe alors qu'il y avait déjà des championnats du monde qui s'y tenaient. Peut-être qu'on a voulu ménager la chèvre et le chou en ayant comme ça plusieurs matchs qui vont se dérouler au Canada. Donc, belle nouvelle pour l'Alberta qui sera de la partie pour cette Coupe du monde en 2028. Bon, et si vous n'avez pas eu assez de curling durant les Jeux olympiques de Milan-Cortina, même s'il y en a eu à peu près tout le long, non, mais les amateurs peuvent suivre en ce moment les mondiaux féminins de curling et ça va bien pour l'équipe canadienne. Oui, et que l'équipe de Kerry Anderson qui est toujours parfaite. 4 victoires en autant de matchs. Elle sera en action d'ailleurs aujourd'hui avec 2 matchs, donc en avant-midi contre l'Italie, puis en soirée contre la Suisse. Ça a été hier une victoire de 9-6 contre l'équipe danoise de Madeleine Dupont. Et effectivement, Kerry Anderson qui n'était pas des Jeux olympiques, donc s'était qualifié avec l'équipe canadienne, mais donc pour les compétitions qui devaient suivre les Jeux olympiques, mais la voilà donc en place lors de ces championnats du monde. Je vous rappellerai que le Canada avait remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques. C'était l'équipe de Rachel Lohman qui représentait le Canada. Maintenant, c'est Kerry Anderson qui est là et qui fait très bien pour l'instant. Donc, voilà un bon début de tournoi pour l'équipe canadienne. Et je vous donne 2 secondes pour nous parler de la finale de ce soir au baseball. Ah, je savais que vous seriez très intéressés. Hein? C'est le Venezuela qui a rejoint les États-Unis dans cette finale de la Classique mondiale. Le Venezuela qui affrontait l'Italie et qui a eu gain de cause 4-2. Donc, tout un duel quand même qu'on aura contre les Américains qui, je pense, sont favoris présentement contre le Venezuela. Mais c'est un match, donc tout est possible. Donc, ça se poursuit avec cette finale. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À l'une des différents quotidiens de ce matin, on va commencer par la presse. Plus des révélations assez fracassantes ce matin concernant, vous allez vous en souvenir, toute cette histoire de brownies au PLQ, au Parti libéral du Québec. Ces billets de 100 $ dans la course à la direction dans le cadre de la campagne de Pablo Rodriguez. Le quotidien titre « L'UPAC doute de l'authenticité des textos ». Article de Tommy Chouinard. Après 3 mois d'enquête, l'unité permanente anticorruption ne peut établir, en tout cas jusqu'ici, l'authenticité des textos sur les brownies qui ont éclaboussé l'ancien chef Pablo Rodriguez. L'unité permanente anticorruption qui envisage que les textos soient faux et qu'ils auraient été fabriqués, justement, dans le but peut-être de nuire à Pablo Rodriguez, en tout cas selon des sources bien au fait du dossier. Pour tirer cette affaire au clair, le corps policier songe même à demander au Journal de Montréal, qui avait publié ces textos-là, sa ou ses sources. Le journal, donc, n'est pas mis en cause dans une fabrication potentielle, mais on tente d'en savoir plus. C'est pas clair jusqu'ici. Alors, vous allez pouvoir lire les derniers détails dans la presse de ce matin. En une du Devoir, on parle d'intelligence
artificielle et d'éducation, le coûteux pari de l'intelligence artificielle des cégeps et des universités qui s'en servent pour faire de la recherche, détecter le plagiat, automatiser des tâches, mais à quel prix? C'est la question que pose Le Devoir. Entre autres, on parle de l'Université Laval à Québec qui vient de s'entendre avec des fournisseurs, enfin donner 3 contrats à un fournisseur informatique, justement pour héberger, exploiter une grappe de calcul optimisée pour la recherche de pointe en intelligence artificielle. L'université dit on n'a pas vraiment le choix, on s'en va vers ça et on a besoin de plus en plus de données ou d'utilisation d'intelligence artificielle. Donc, on a besoin de plus de capacités informatiques. Même chose, donc, c'est à HEC Montréal, on donne l'exemple de logiciels qui peuvent faire de la traduction simultanée, même si on dit on va pas dire adieu aux interprètes pour longtemps, mais pour certains événements, ça peut être utile. On s'inquiète aussi de ces logiciels qui peuvent détecter si des étudiants ont recours et trichent en ayant recours à l'intelligence artificielle. Mais attention, disent des experts, il y a des logiciels qui donnent beaucoup de faux positifs. Donc, un étudiant pourrait être accusé de triche, alors que dans les faits, il n'a pas triché ou n'a pas eu recours à l'intelligence artificielle. Article à lire dans Le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on nous parle d'un autre hôpital mal en point, infiltration d'eau, des patients aux soins intensifs dans le corridor, des tuyaux de construction dans des chambres. C'est en fait un hôpital qui est lié au Centre universitaire de santé McGill. C'est le Neuro qui était appelé anciennement l'Institut neurologique de Montréal. Et on n'hésite pas à dire effectivement qu'il y a de gros problèmes avec cet établissement-là. Comme je vous le disais, entre autres, il y a des infiltrations d'eau, mais c'est un hôpital aussi où les ambulances arrivent avec des patients au même endroit où on voit les camions de livraison et les camions de poubelle. Alors, vous pourrez lire la description qu'on en fait, mais c'est un autre hôpital du réseau au Québec qui est mal en point, Journal de Montréal et du Journal de Québec de ce matin. Le Globe and Mail revient sur la situation en Iran. Cette demande de Donald Trump à ses alliés parle également des États-Unis et d'Israël qui ciblent des objectifs militaires alors qu'on a su au cours des dernières heures que l'Iran a frappé l'aéroport de Dubaï. On nous fait un bilan. Il y aura plus de 1300 personnes tuées en Iran selon le Croissant Rouge iranien et Israël a mené environ 7600 frappes contre l'Iran. On écrit que c'est, selon un porte-parole israélien, Israël et les États-Unis auraient neutralisé 85% des défenses aériennes et 70% des lanceurs de missiles de l'Iran. À lire donc dans le Globe de ce matin. Puis je vous parle en terminant du site de Radio-Canada, un styliste des stars qui vend des contrefaçons. Article de nos collègues de La Facture, Stéphanie Dupuis. C'est essentiellement une boutique montréalaise qui s'appelle Carte Blanche qui dit vendre des éléments de luxe, des sacs à main, par exemple, Louis Vuitton, Gucci, etc. Mais dans les faits, il y a des clientes qui se sont fait avoir et ont acheté finalement des répliques du faux. Vous pourrez lire les résultats de cette enquête en une du radiocanada.ca ce matin. Karine Matteux est maintenant avec nous en studio. Bien justement, on va revenir sur cette guerre au Moyen-Orient. Karine, 18e jour de cette guerre. D'abord, bonjour. Bonjour, Mathieu. Israël qui a mené des bombardements, encore une fois, dans les dernières heures de grande envergure sur Téhéran, au Liban également. L'Iran qui a pour sa part attaqué l'ambassade des États-Unis en Irak. Donc, des intérêts américains dans les pays du Golfe qui continuent d'être ciblés par l'Iran. Oui, 2 fois en quelques heures d'intervalle, l'ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne, Bagdad, a été attaquée par des roquettes et des drones iraniens. Il n'y a aucun blessé qui n'a toutefois été signalé. Les attaques iraniennes ont aussi entraîné pour une 2e journée consécutive la fermeture temporaire de l'espace aérien aux Émirats arabes unis, tandis qu'un drone a frappé aussi un site pétrolier situé dans un port clé des exportations émiraties. Il y a aussi eu de nouvelles frappes visant avec succès, disent les gardiens de la Révolution, des infrastructures militaires en Israël, ainsi qu'une base américaine au Qatar, une des plus importantes au Moyen-Orient. Du côté israélien, les bombardements intenses se poursuivent en Iran et les opérations terrestres ont commencé au Liban. L'armée israélienne précise qu'il s'agit toutefois d'incursions limitées et ciblées dans le sud du pays. On va revenir sur le détroit d'Ormuz. On a entendu Donald Trump faire cet appel à ses pays alliés. On a vu des réponses plus ou moins engagées, disons, pour débloquer le détroit d'Ormuz. Il y a quelques navires qui passent, mais vraiment, vraiment au compte-gouttes. Oui, Donald Trump a demandé l'aide de ses alliés de l'OTAN et celle de la Chine aussi pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Il y a 400 pétroliers qui y sont bloqués. La demande n'a pas suscité grand enthousiasme. Hier matin, déjà, là, je vous en parlais, il y a plusieurs pays qui
qui disait ne pas vouloir envoyer de navires. Et ça s'est poursuivi hier au long de la journée pour ce qui est des pays de l'OTAN, ce qui a fait réagir le président américain. Écoutons-le, justement. And I've always felt that was a weakness of NATO. We were going to protect them, but I always said when in need, they won't protect us. Alors, le président s'est demandé pourquoi les États-Unis continueraient de protéger des pays qui ne sont pas prêts à lui rendre l'appareil. Et il a ajouté ceci. We have the strongest military by far in the world. We don't need them, but it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Donc, il fait cet appel-là, mais en même temps, il dit on n'a pas vraiment besoin d'eux, on est les plus forts. Exactement. On n'a pas vraiment besoin d'aide, mais on voulait savoir comment vous alliez réagir. Le Canada n'a pas été interpellé directement par le président américain. La position, c'est qu'on refuse toujours de s'impliquer dans le conflit de manière offensive, mais on ouvre la porte à une possible contribution défensive. Est-ce qu'on craint de froisser notre voisin américain en disant non? La réponse du ministre Dominique Leblanc. On a toujours le droit de dire non. On ne va pas prendre des décisions aussi. Oui, on va pas prendre des décisions aussi importantes que celle-là basée sur un potentiel d'une conversation hypothétique dans la révision de la CEUM. Parce qu'on doit mentionner qu'on doit négocier un accord de libre-échange, imaginé dans ce contexte. Karine, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. J'adore, 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 j'adore les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation. C'est pas mal de monde à adorer. Vous avez peut-être reconnu Philippe Catherine. Si vous ne l'aviez pas associé à cette chanson-là, c'est une chanson de Philippe Catherine qui fait l'objet d'un documentaire. Oui, et c'est présenté dans le cadre du Festival international du film sur l'art. Ça s'appelle « T'es où, Philippe Catherine ». Il est clairement dans son monde, un monde ludique, un monde joyeux. C'est son ami de 30 ans qui est à la fois musicien, mais aussi réalisateur d'une quarantaine de ses vidéoclips, qui raconte merveilleusement bien son histoire dans ce documentaire d'à peu près 1 heure. Et la première scène, Mathieu, la toute première scène en ouverture de ce documentaire, on nous amène dans les JO de Paris en 2024. Tout simplement tout nu. Que s'est-il passé? Comment en est-il arrivé là, lui, le timide, le discret, qui dans notre jeunesse rougissait sans cesse? Par quel miracle a-t-il pu se retrouver là, apparaissant aux yeux du monde quasi à poil, peint en bleu, déclenchant les foudres de Donald Trump? Oui, on se souvient de ça pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Hein? Exactement. Alors, inclassable artiste à l'improbable destin, parce que la voix que vous avez entendue, c'est le réalisateur, donc, qui nous confie qu'il était timide. Imaginez un type qui, comme ça, se met tout nu à la face du monde et qui, à 8 ans, c'est une opération à cœur ouvert qui l'a sauvé parce qu'il avait un souffle au cœur. Alors, c'est peut-être de là que vient cette espèce d'envie dévorante d'y aller à fond dans tout, que chaque jour est un petit miracle. Alors, il y a des archives vraiment fabuleuses. C'est habilement raconté, une narration aussi qui est vraiment enveloppée. Moi, j'ai vraiment ressenti des bouffées de joie de voir ce documentaire-là, parce que je me disais, avec de si grands hauts, c'est-à-dire des hauts en couleur, en costume, il doit y avoir de très grands bas. Ben non, il n'y en a pas, Mathieu. C'est comme si, en fait, il n'y a pas d'exubérance dans le quotidien tant que ça. C'est un type qui est simple, qui est amusant, qui est là. C'est tout. La vie continue. Alors, ça s'appelle « T'es où, Philippe Catherine ». C'est présenté au Musée national des beaux-arts de Québec demain en soirée et samedi après-midi en présence de Philippe Catherine à l'Université Concordia et du réalisateur. Et sinon, en ligne, là, c'est du 20 au 29 mars dans le cadre du Festival international du film sur l'art. Il faut que vous voyez ce documentaire, ça fait du bien. C'est ça, j'allais dire. Dans ces temps un peu troubles, c'est un genre d'élément qui fait du bien, qui met un peu de couleur et de lumière dans notre journée. Jane Fonda, maintenant, aurait aimé rendre hommage à Robert Redford aux Oscars. C'est Barbra Streisand qui a été choisie. Elle l'a fait en mots et en chansons, puis on l'entend là. Elle a fait de We Were, c'est un très beau moment. Mais on a demandé à Jane Fonda qu'est-ce que vous en avez pensé, Madame Fonda, puis elle a dit
Je comprends pas pourquoi on a pris Barbra Streisand. Elle n'a fait qu'un film avec lui. Moi, j'en ai fait 4. J'aurais eu plus à dire. Alors, c'était le ton peut-être de la blague un peu, mais clairement, il y avait un petit message. Elle dit, moi, j'ai toujours été amoureuse de lui. Mais certaines langues, pas moi. Certaines langues, on dit, elle est militante, elle est pacifiste, elle est féministe. Alors, est-ce que ça aurait été l'occasion peut-être de créer une certaine controverse politique? Peut-être que les Oscars ont voulu se tenir loin de ça. Et on a trouvé Sean Penn. Je vous rappelle que hier... Oui, il était à Kiev. Exactement. En fait, il a rencontré le président Zelensky dans son bureau hier. Ils ont pris une photo ensemble. Il y a eu une publication de Volodymyr Zelensky en disant « Tu te tiens aux côtés de l'Ukraine depuis le tout début ». Alors, il a réitéré son soutien face à l'invasion russe. Et je vous rappelle aussi qu'il prévoit dans les prochains jours aller au front. Imaginez, alors, pour Sean Penn. Et un petit mot aussi sur Normandin, au Lac-Saint-Jean. On n'est pas peu fiers. Pourquoi? Parce qu'une partie des costumes a été créée pour le film Frankenstein. En fait, 250 accessoires servis au film et on a remporté l'Oscar du meilleur costume. Alors voilà, donc une belle célébration pour les gens là-bas. Ça s'appelle Bilodeau Canada et eux, ils travaillent avec les grands directeurs d'Hollywood depuis plus d'une quinzaine d'années. Bravo à ces gens-là. Et en terminant, le groupe canadien Metric ajoute des dates à sa tournée, dont Laval. Oui, c'est ça, 5 dates au pays. On avait déjà annoncé Toronto, puis là, on se disait, avec les affiches de grands festivals, est-ce qu'on va les voir? Finalement, ils ne sont pas à Québec, ils ne sont pas à Ottawa, mais là, ils ont décidé de faire une tournée en aréna. Donc, Calgary, Edmonton, London et Ottawa s'ajoutent, en plus de Laval, le 7 octobre. Et les billets seront en vente ce vendredi. Et il y a un tout nouvel album, un 10e album qui va sortir le 24 avril. Et on va se laisser avec un peu de Metric, tiens. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Metric, donc vous pourrez vous rendre sur Internet pour avoir les dates des spectacles. Marie-Michel Bordua de la Salle des Nouvelles se joint avec moi à cette heure-ci. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. C'est aussi rentrée parlementaire à Québec. On va surveiller ça plus tard aujourd'hui. Oui, retour des députés à l'Assemblée nationale après une pause de 2 semaines. Et c'est un retour qui s'effectue à la veille du dépôt du budget 2026-2027 par le ministre des Finances, Éric Girard. Et puis ce matin, il y a Thomas Gerbet qui a obtenu des lettres qui révèlent que le gouvernement a demandé au ministère et aux organismes publics de ne pas réaliser de sondage de satisfaction de leurs fonctionnaires et de la clientèle en 2026. Il faut dire que les résultats de ces sondages annuels devaient être rendus publics au début de l'automne, à quelques jours là, des élections provinciales d'octobre. Le Conseil du Trésor assure que la décision vise à faire des économies et que ce n'est pas lié du tout là, au scrutin. Texte à lire de notre collègue sur notre site web ce matin. Oui, dernière ligne droite aussi pour François Legault, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a cette course à la direction à la CAQ et on aura donc une nouvelle première ministre un peu avant la mi-avril. Parlons de Mark Carney, qui, on le sait, on l'a vu beaucoup et certains l'ont critiqué pour ses voyages nombreux qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, mais semble délaisser l'Afrique, le continent africain. Oui, son attention, elle est largement tournée vers l'Europe, vers l'Asie également. Et il y a des ambassadeurs africains qui appellent maintenant le Canada à ne pas délaisser leur continent. Sur les 25 pays que Mark Carney a visités depuis qu'il est premier ministre, il y en a seulement 2 qui sont africains. L'Égypte, il s'y est rendu brièvement, et puis également l'Afrique du Sud, là, qui était hôte du sommet du G20. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.